très orienté vers le numérique. Vous êtes aussi patron de la culture à Aix-Marseille French Tech, donc vous vous intéressez à toutes ces questions. Je crois que vous avez fait pendant le confinement une sorte de veille de ce qui se pratiquait, notamment dans les musées, dans les grands musées du monde, que vous avez partagé avec vos enfants. Donc, c'était intéressant de nous partager avec nous ce travail et puis aussi d'aborder un peu les perspectives. Est-ce que vous voyez des nouvelles tendances se dessiner à la suite de cette période particulière? Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai évidemment plein de choses à vous partager, mais je voudrais vraiment revenir sur ce qu'a dit après, enfin, sur ce que vient de dire Macha, que je partage pleinement, et sur finalement le rôle de la culture dans notre manière de vivre ensemble et dans notre manière de faire cité. Euh, je ne suis pas juste le patron de Black Euphoria. J'ai une société de création d'art numérique qui s'appelle Dark Euphoria, avec laquelle on travaille beaucoup sur l'art vivant, puisqu'on a produit pour le Festival d'Avignon les premières pièces de réalité virtuelle collective dans des cylindres avec Philippe Découfflé et puis avec Olivier Pi. On a produit l'exposition d'art numérique immersive de Fabienne Verdier au musée Granet. Et là, on vient avec un artiste franco-colombien marseillais d'illuminer un collège en ZEP à Nice en fonction du sourire en temps réel des élèves dans la cour, pour les faire réfléchir sur la question de l'identité numérique et des limites de la vidéosurveillance. Donc bref, effectivement, le mélangement entre notamment art vivant et code, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et pendant cette période de confinement, on a pu voir beaucoup de choses. Je partage énormément ce qui a été dit sur cette espèce de frénésie de création. Ce qui était intéressant de voir, c'est qu'on s'est posé la question pendant le confinement du risque de plantage d'Internet, notamment à cause de toute cette culture qui a été véhiculée. Pour rappel, la bande passante de Netflix et de YouTube, c'est la moitié de la bande passante mondiale aujourd'hui, parce que les gens ont fait que regarder des choses. Et puis, on a vu toutes ces personnes, effectivement, créer, pour le meilleur, pour le pire. Ce qui avait été très intéressant, j'ai trouvé, comme initiative, ça a été le mélange de professionnels avec des amateurs. Je pense notamment à cette initiative des Sofa Singers, où en fait des maîtres de chant professionnels ont donné rendez-vous à des centaines de personnes via Zoom. Ça donnait des expériences un peu comme celles qu'on a là. Et en fait, le maître de chant prenait une musique et distribuait les différents niveaux de voix, les harmoniques, et les gens créaient ensemble, mais avec des gens en Lituanie, des gens aux États-Unis, et voilà. Et avec ce savoir-faire du professionnel pour créer ensemble. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Sofa Singers, vous pouvez aller voir, c'est très, très intéressant. Pour ce qui concerne les institutions, bah oui, effectivement, elles ont beaucoup utilisé le numérique pour maintenir un lien. J'ai vu très peu de création originale numérique pendant le confinement, évidemment parce que ça prend beaucoup de temps. Je trouve que ce qui est très intéressant, alors il y a toutes les visites virtuelles, comme on a pu le voir sur le Louvre en France. Moi, j'ai été assez marqué par l'expérience du British Museum avec le Google Cultural Institute, qui a créé une expérience pour voyager à travers les œuvres qui n'était pas du tout basée sur le parcours d'un bâtiment, mais qui était vraiment sur un voyage à travers le temps. Donc j'ai trouvé que la médiation était extrêmement bien faite, qu'elle soit numérique ou en termes vraiment purement de curation et d'expérience. Donc voilà, au niveau des artistes, bah, évidemment, ça a été un moment de désintermédiation très puissant. Donc on a tous vu Mathieu Chédid, Fabrice Lucchini donner des lectures, arriver dans votre salon. Ça a permis évidemment à tous ces gens-là de créer un lien extrêmement fort. On a senti que c'était un mouvement de création, mais ça pose tous les problèmes. La désintermédiation dans la culture pose exactement les mêmes problèmes que la désintermédiation dans le monde économique normal. C'est-à-dire que ça polarise, c'est-à-dire que les plus puissants se retrouvent avec de plus en plus d'audience et peuvent de plus en plus la monétiser. Et puis tout le travail qui est fait justement par les corps intermédiaires, par les institutions, par les ballets, par les compagnies d'accompagnement des artistes, d'éducation populaire, d'éducation culturelle, et ben tout ce travail-là, il n'est pas fait, il disparaît. Et en fait, derrière tout cet essor d'art que l'on peut voir et tout cet accès à la culture qu'on peut voir, en fait, il y a toute une partie qui ne peut pas exister en ce temps de confinement. Et il ne faut surtout pas l'oublier. Dans les choses les plus intéressantes que j'ai vues, alors là, c'est vraiment avec ma casquette plutôt French Tech, mais je vous encourage quand même à aller le voir, qui à mon avis pose plein de questions. C'est le concert de Travis Scott sur Fortnite. Donc Fortnite, pour ceux qui ne font pas
jeux vidéo. C'est une plateforme à la base de jeux vidéo qui est en train de se transformer complètement. C'est ce qu'on appelle des mondes perpétuels. En fait, c'est un monde qui évolue, un monde virtuel qui évolue constamment. Vous pouvez vous balader complètement dedans et il y a des bâtiments qui sont créés, il y a des îles qui sont créées. Il y a une île qui a été dédiée à la culture, ça s'appelle le mode party. Et ils ont créé des concerts, un concert géant en live de Travis Scott. Il y a 12 millions de personnes qui ont participé en live. 12 millions de personnes. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est une plateforme sociale, c'est-à-dire que vous rencontrez aussi des gens puisque vous vous trimballez avec un avatar, vous voyez d'autres gens en train de vivre la même chose que vous, avec qui vous pouvez rentrer en contact. Et ça, je pense que ça pose plein de questions sur ce qu'on appelle les permaverses. Les permaverses, ce seraient des univers parallèles, virtuels, persistants, dans lesquels notamment toute une partie de la culture pourrait aller, parce que dans ce cadre-là, notamment, il peut y avoir des modèles économiques. Parce qu'évidemment, toute la partie dont on a parlé tout à l'heure, qui était la partie de la désintermédiation, l'accès à plus de culture numérique ou la question du lien entre les institutions au travers d'outils numériques, tout ça coûte de l'argent et n'en rapporte pas. Au travers des permaverses, il pourrait y avoir des modèles économiques. Mais tout ça, pour moi, est très loin de la vraie question qui se pose. C'est la question, en fait, de l'organisation de la cité. C'est-à-dire qu'avec tous ces mondes parallèles, tous ces mondes où chacun reste chez lui pour accéder à des choses, comment on arrive notamment à donner une fonction sociale aux villes. Qu'est-ce que c'est qu'une ville sans un théâtre avec des gens qui en sortent, qui vont dans le bar d'à côté, qui échangent avant, qui échangent après? Qu'est-ce que c'est qu'une ville sans ces allées et venues au cinéma, sans ces personnes qui se mélangent? Et le problème, c'est que toutes les initiatives numériques que je vois, on parle de modèle économique, mais pour moi, le vrai modèle, c'est le modèle de la cité et ce modèle de la proximité, le rôle des institutions culturelles dans leur propre ville, dans l'accès à la culture, dans l'activation des communautés, dans la capacité aussi à réunir. Et je pense qu'à Marseille, qui est une ville particulièrement fracturée, le rôle de nos institutions culturelles, le rôle de nos théâtres, le rôle de nos ballets, le rôle des cinémas, des musées est crucial justement pour pouvoir donner un sens à des gens qui sont un peu éloignés pour plein de raisons personnelles et puis offrir une évasion, offrir des possibilités de rattrapage. Et je pense que tout le numérique du monde ne pourra pas rattraper ça si jamais il n'est pas fait en lien avec ces lieux, ces institutions et en lien avec cette envie de proximité et d'utilité. Excusez-moi, c'était un peu… Merci pour ce tour d'horizon. Est-ce que, cela dit, est-ce que le numérique peut contribuer, peut aider à faire cette cité, justement, à créer du lien? Vous êtes un expert de ces sujets et de ces outils. Est-ce qu'il peut y avoir une accélération pour faire cette cité il y a plein d'initiatives extrêmement intéressantes. Je pense, pour les aficionados du Festival d'Avignon, il y a eu le lancement en version bêta là, pendant le confinement de quelque chose qui s'appelle Festival Expérience, qui est, je trouve, une plateforme extrêmement intéressante, qui lancée par Pascal Kaiser, qui est ce qui est intéressant, c'est du numérique, mais vraiment rattaché à un festival in situ. C'est ça qui est très intéressant. C'est pas juste du numérique qui flotte dans l'air. En fait, c'est je ne sais pas si vous connaissez Masterclass, cette plateforme internet américaine qui permet de rencontrer les plus grands metteurs en scène pour apprendre le théâtre, apprendre la danse et tout ça. En fait, c'est une version, je trouve, beaucoup plus intéressante de Masterclass, puisque ça donne la parole aux plus grands metteurs en scène qui sont passés par le Festival d'Avignon, et ils font des classes exclusives où ils racontent leur aspiration, leur processus de création. Et c'est fait en lien avec les archives du Festival d'Avignon, puisque ça a été capté pendant 25 ans. Et vous avez accès aux plus belles pièces d'archives audiovisuelles du Festival d'Avignon qui sont contextualisées en fonction de ce que dit le metteur en scène. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est relié aussi à de la captation live pendant le Festival d'Avignon. Et tout ça, selon un modèle d'abonnement, donc tout ça nourrit en plus un festival. C'est pas juste de l'accès gratuit à la culture, donc ça redonne une autre place d'éducation, notamment aux grands metteurs en scène. Ça valorise un patrimoine immatériel d'un ancien festival et ça fait le lien avec des expériences en live pendant le Festival d'Avignon. Je trouve que là, on est vraiment sur une vision du numérique qui peut être tout à fait vertueuse. Très bien.